bonsoir. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, madame. Oui, la diapo. Vous voyez la diapo? Oui, madame. Très bien. Alors, on commence. Alors, tout à l'heure, on a parlé des myopathies, c'est-à-dire des maladies musculaires d'origine génétique, qui sont les plus fréquentes. Et maintenant, on va parler des autres maladies musculaires, qui peuvent être inflammatoires, métaboliques ou acquises. Donc, les maladies musculaires. On est toujours dans les maladies musculaires. D'accord? Alors. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, les autres maladies inflammatoires, les autres maladies musculaires, dans les autres maladies musculaires, on a les myopathies inflammatoires. Les myopathies inflammatoires. Alors, on parle de polymyosite et dermatomyosite. Poly, plusieurs, myo, muscle, it, inflammation. Donc, inflammation de plusieurs muscles. Dermatomyosite, c'est l'inflammation de plusieurs muscles avec une atteinte dermatologique associée. D'accord? Alors, on commence donc avec les... donc, d'une façon générale, la définition donc, des polymyosites et dermatomyosites, donc les maladies inflammatoires des muscles, ce sont des infections donc d'étiologie inconnue. Généralement, on ne connaît pas l'étiologie de ces maladies. Généralement, hein, c'est des maladies idiopathiques où le muscle, il va être le siège d'un problème, d'un processus inflammatoire, mais non infectieux, non suppuratif, où on va trouver dans le muscle donc des infiltrats lymphocytaires. Alors ça, c'est pour les polymyosites. En plus, pour la dermatomyosite, vous avez cette inflammation avec infiltrats lymphocytaires au niveau du muscle, plus une atteinte dermatologique, une éruption cutanée qui est caractéristique. Voilà. Alors, on commence avec les polymyosites. Donc, inflammation des muscles, de plusieurs muscles. Donc, c'est des myopathies, donc des maladies musculaires acquises. C'est des myopathies acquises les plus fréquentes, touchent surtout la femme. L'âge de début, ça peut être entre 15 et 24 ans, ça peut être entre 45 et 54 ans. On a 2 pics de fréquence. Les facteurs déclenchants, donc, c'est des polymyosites qui sont déclenchés parfois par une atteinte virale, par un problème infectieux, surtout viral, parfois par des médicaments. Il y a certains médicaments qui provoquent la polymyosite, comme les sulfamides, les pénicillamines, certaines maladies parasitaires, comme la toxoplasmose. Mais donc, ces épisodes-là, soit une atteinte virale, les médicaments, la toxoplasmose, etc., ça peut être à l'origine de ces polymyosites, mais la plupart du temps, la polymyosite n'a pas de cause. On dit qu'elle est idiopathique. Voilà. Alors, le début, il va se faire sur plusieurs jours ou plusieurs mois. Alors, on dit que l'atteinte, elle est subaiguë. Subaiguë. Donc, alors, quand l'atteinte est aiguë, c'est-à-dire qu'elle se vient tout de suite, comme par exemple dans les problèmes vasculaires, un vaisseau qui se bouge, qui éclate, etc., dans les AVC, on dit que la tête est aiguë. Elle survient tout de suite. Excusez-moi, je ferme la fenêtre, il y a du bruit. D'accord? Donc, quand l'atteinte neurologique est aiguë, c'est-à-dire elle vient tout de suite, dans les secondes, les minutes, etc. Donc là, c'est surtout dans les problèmes vasculaires. On a les maladies chroniques, par exemple, dans les tumeurs, etc. L'atteinte se fait sur plusieurs mois, plusieurs années, etc. Ça, c'est les atteintes chroniques. Et vous avez les atteintes subaiguës.
subaigus, généralement, c'est les problèmes inflammatoires et infectieux. Subaigus, c'est-à-dire l'atteinte, elle est rapidement progressive sur quelques jours, quelques semaines. D'accord? Ce qu'on appelle l'atteinte subaiguë. Donc là, l'atteinte, comme c'est une maladie inflammatoire, elle est subaiguë, elle se fait sur plusieurs jours, à plusieurs mois, et elle est marquée au début, la polymyosite, elle va se traduire surtout par des douleurs articulaires ou musculaires, avec ça peut être aussi une baisse c'est-à-dire de la force musculaire. Au début, ça peut commencer comme ça. Puis, après, donc, puis s'installe la maladie. Donc, il y a une maladie, comme je vous ai dit, d'installation subaiguë, et dont la progression, elle va se faire. L'évolution, elle va se faire par des poussées. On appelle ça des poussées. C'est-à-dire, quand le malade est en période inflammatoire, quand il a les signes cliniques, on parle de poussées entrecoupées de rémission. C'est-à-dire, il va avoir des signes cliniques, après il va guérir. Ensuite, il va encore avoir une autre poussée avec des signes cliniques, ensuite il va, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des poussées entrecoupées de phases de rémission ou de stabilisation. Voilà comment évolue cette maladie. Alors, la symptomatologie, comment se traduit cette maladie? Bien sûr, vous avez la force musculaire. Et la force musculaire, au début, on a une fatigue, et après, ça installe un déficit permanent. Comme c'est une maladie musculaire, donc on a un syndrome myogène. Donc on va avoir une atteinte des muscles de la ceinture scapulaire et pelvienne, de façon bilatérale, ce qui va entraîner bien sûr une gêne lors de la montée des escaliers, lors de la marche, la descente des escaliers, pour les membres inférieurs avec une démarche dandinante. Toujours quand on a un syndrome myogène, démarche dandinante, d'accord? Et pour les membres supérieurs, pour la ceinture scapulaire, le malade, généralement, comme je vous ai dit, il ne peut pas faire les mouvements en hauteur, comme par exemple se peigner. Quand on fait les mouvements en hauteur, par exemple se peigner, on sollicite les muscles de la ceinture scapulaire, les muscles proximaux. Et donc là, comme ils sont déficitaires, on ne peut pas le faire. Donc, au membre inférieur, c'est une gêne à la marche, à la montée des escaliers, descente des escaliers, etc., avec une démarche dandinante. Et au membre supérieur, c'est surtout ces mouvements en hauteur, comme se peigner, par exemple, qu'on ne peut pas faire. Voilà pour la principale symptomatologie, le déficit des muscles proximaux, des ceintures. Parfois, on a aussi... Pardon? مدام كاينين دي زيتيديون ما قدروش يدخلوا كاينين بزاف دي زيتيديون اللي كنعملوا في الجروب ماسنجر. Là, j'ai pas entendu. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit? مدام كاينين دي زيتيديون في جروب ماسنجر ما يكلامو ما قدروش يدخلوا اسيستيو لو كور. Ils ne peuvent pas assister au cours. Pourquoi? Madame, parce que je pense le nombre, là, je sais pas. Et parce que tout à l'heure, on m'a refusé 2 fois. Hein, il faut refaire parce qu'il y a un nombre maximum. Oui, madame, on باغي نطولي اسيستيو mais ما قدروش يدخلوا. Et comment on va faire? Hein? Comment on va faire? Madame, كاين enregistrement تاع الكور نقدروا نحطوا. Je vous ai dit qu'il y avait une diminution de la force musculaire des muscles des ceintures, c'est ça le signe le plus important. Parfois, rarement, on a une dysphagie. Une dysphagie, c'est-à-dire le malade ne peut pas bien avaler. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi un déficit des muscles de la déglutition. Et ça, c'est un signe de gravité. Pourquoi? Parce que si le malade ne peut pas bien avaler, il risque d'avoir un reflux par le nez, il risque d'avoir des infections, bien sûr, respiratoires, et il risque de décès aussi. Donc, la dysphagie, c'est un signe de gravité. C'est un signe qu'on ne trouve pas toujours dans les polymyosites, mais si on le trouve, c'est un signe de gravité. Il y a risque de reflux par le nez, d'infection respiratoire et donc de problèmes cardio-respiratoires et de décès. Voilà. Donc, voilà pour la symptomatologie. Alors, on peut avoir d'autres signes associés. En plus de ce déficit proximal, on peut avoir d'autres signes associés comme des douleurs articulaires, on peut avoir une atteinte pulmonaire, surtout si on a une dysphagie, on peut avoir des troubles du rythme cardiaque, on peut avoir un phénomène de Raynaud. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène de Raynaud. Alors, c'est quoi? C'est une
vasoconstriction périphérique. Il y a des gens, par exemple, qui ont des mains tellement, il y a une vasoconstriction périphérique au niveau des mains et des pieds que leurs mains, surtout en hiver, quand il fait très froid, les extrémités sont bleues, tellement il y a une très mauvaise circulation due à cette vasoconstriction. Leurs extrémités sont très froides et carrément ça vire au bleu. Leurs mains, et ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de Raynaud, qui peut se voir aussi, qui peut accompagner la polymyosite. On peut avoir aussi une hématurie microscopique parce qu'il y a une inflammation aussi au niveau rénal. Donc ça, c'est des signes qui peuvent accompagner, comme on peut ne pas les avoir. Hein. Ils peuvent accompagner la polymyosite, comme on peut ne pas les avoir. L'essentiel dans la polymyosite, c'est le déficit des ceintures, des muscles des ceintures. Voilà. Alors, le diagnostic, comment confirmer la polymyosite? Eh bien, qui dit maladie musculaire dit toujours enzymes musculaires élevées, les CPK élevés. D'accord? En plus, comme c'est une maladie inflammatoire, donc la VS, elle est élevée aussi. Donc, de point de vue biologique, on demande les CPK et la VS. Voilà. On demande aussi le MG, puisque c'est une maladie musculaire. Donc, on demande le MG qui va nous montrer un tracé riche. C'est un syndrome myogène, donc un tracé riche. Et on fait une biopsie musculaire qui va nous montrer aussi des maladies musculaires qui sont nécrosées, etc., comme tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a des critères, quand on les trouve, on confirme la polymyosite. Qui sont les critères de Peter et Pearson? Alors, ces critères-là, c'est quoi? Un déficit moteur proximal, symétrique des deux côtés, progressif, avec ou pas une dysphagie. On peut ou ne pas avoir dysphagie et avec atteinte des muscles respiratoires. Donc, ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est les enzymes musculaires élevées, surtout les CPK. Troisième signe, le MG. Alors, dans le MG, comme c'est une maladie musculaire, on a un syndrome myogène, donc on a un tracé riche, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais en plus, on va avoir des potentiels de fibrillation au repos. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'EMG, je vous ai dit, quand on met une électrode au niveau d'un muscle et qu'on regarde l'écran, si le malade ne bouge pas au repos, on n'a rien du tout, on n'a aucun potentiel. Quand le malade commence à bouger le membre, c'est-à-dire où il y a le muscle concerné, et là commencent à apparaître les potentiels d'action. Voilà. Et on va voir si c'est un tracé normal, tracé riche, donc myogène, pauvre, donc neurogène. Alors ici, on est dans les maladies musculaires, on va trouver un tracé riche, mais en plus, la caractéristique de la polymyosite, des maladies inflammatoires, c'est qu'au repos, on va trouver des petits potentiels qu'on appelle les potentiels de fibrillation. D'accord? Normalement, on n'a rien au repos. Si on a ces potentiels, ça veut dire qu'on est en présence d'une polymyosite. Voilà. Et on fait la biopsie, même chose, la biopsie, comme c'est une maladie musculaire avec des cellules qui vont dégénérer, etc., on va avoir une nécrose avec un processus inflammatoire, c'est-à-dire des exudes inflammatoires, un tissu inflammatoire qui va venir, si vous voulez, remplacer ces nécroses, ces fibres nécrosées, ces fibres musculaires nécrosées. Voilà pour les diagnostics, pour les, si vous voulez, les critères de diagnostic de la polymyosite. Voilà. Parfois, la polymyosite, elle peut être isolée, comme parfois elle est associée à d'autres maladies auto-immunes. Alors, il faut savoir que la polymyosite, quand elle est secondaire à quelque chose, par exemple, problème viral, par exemple, une toxoplasmose, comme on a vu tout à l'heure, par exemple, à certains médicaments, là, on dit qu'elle est acquise, ça se voit que c'est secondaire à quelque chose. Mais quand elle est idiopathique, on dit qu'elle est auto-immune. Auto-immune, c'est-à-dire, c'est sûr que vous avez déjà entendu parler de ces maladies, c'est-à-dire que le corps s'attaque lui-même. Voilà. Donc, comme il y a d'autres maladies auto-immunes, comme la sclérodermie, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome sec, etc. Et parfois, ces maladies auto-immunes peuvent s'associer
chez la même personne. On peut trouver chez la même personne, par exemple, je ne sais pas si vous avez fait la cardio, on peut trouver un RAA avec une sclérodermie. On peut trouver un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde avec une polymyosite. Donc, des maladies auto-immunes qui s'associent chez la même personne, c'est ce qu'on appelle les syndromes de chevauchement. Deux maladies de la même origine, c'est-à-dire qui se voient chez la même personne, se chevauchent. Donc, on dit les syndromes de chevauchement. Voilà. Alors, je vous montre, regardez ici, les potentiels de fibrillation. Là, c'est un EMG de repos. Le malade, il n'a pas bougé. Normalement, on n'a rien, on a un tracé comme ça, plat. Il n'y a rien du tout. Si vous voyez ces potentiels-là, c'est pathologique. Ça veut dire qu'on a une maladie inflammatoire type polymyosite. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la dermatomyosite. La dermatomyosite, c'est quoi? C'est la polymyosite dont on vient de parler, plus une atteinte dermatologique. Donc, je vais avoir le déficit proximal, je risque d'avoir des dysphagies, etc., plus des signes cutanés. Donc, les signes cutanés, c'est quoi? Ce sont un œdème de la face, de topographie en lunettes. C'est-à-dire, le malade va avoir un œdème au niveau de son visage, surtout au niveau de l'orbite, tout autour des yeux, avec les paupières qui sont gonflées et qui ont une couleur particulière, rouge violacé, couleur d'une fleur qu'on appelle le lilas. D'accord? Rouge violacé, qui si vous trouvez chez un malade ce gonflement des paupières tout autour des yeux avec cette coloration rouge violacée, là vous êtes devant une dermatomyosite. D'accord? Alors regardez, voilà, quelqu'un qui fait donc cet œdème des paupières, regardez l'œdème des paupières, tout autour des yeux, on dirait qu'il a porté des lunettes, et regardez cette couleur de cet œdème, rouge violacé, couleur lilas. Vraiment, c'est pathognomonique donc d'une dermatomyosite. Alors, en plus de cet œdème, vous allez avoir l'érythème, c'est-à-dire autour des yeux, cette coloration rouge violacée, c'est un érythème. Et cet érythème, on va le voir aussi au niveau des coudes, les phases d'extension des coudes. On va les voir au niveau du genou, cet érythème. On va le voir au niveau des phalanges. On va le voir même au niveau des certissures des ongles. C'est quoi les certissures des ongles? C'est la région entre la peau et le début de l'ongle. Donc, c'est un érythème très douloureux au niveau de cette région-là. Et donc, cet érythème, on va le retrouver partout. Regardez, je vous le montre. Alors, ici, au niveau de la certissure des ongles, c'est-à-dire l'endroit entre la peau et le début de l'ongle. Regardez cet érythème. D'accord? Au niveau aussi, ici, des phalanges. D'accord? Au niveau du coude, la face d'extension du coude. Au niveau des genoux. Tout ça, c'est l'érythème qu'on voit autour des yeux. Vous le voyez aussi ici. Alors, quand vous avez toutes ces lésions, vous êtes devant une dermatomyosite. D'accord? Alors, même chose, les dermatomyosites peuvent s'associer à des maladies auto-immunes ou parfois même aussi peuvent s'associer à des cancers, un cancer bronchique, digestif, des organes génitaux, etc. On peut voir des cancers qui si vous voulez, s'associent après avec des dermatomyosites. Quel est le traitement des polymyosites et dermatomyosites? Le traitement. Donc, comme c'est une maladie inflammatoire, auto-immune, donc les anti-inflammatoires, ça ne va pas marcher, non stéroïdiens. Donc, il faut aller directement en corticoïdes. Donc, on utilise la corticothérapie, la prédnisone, à la dose de 1 mg kg chez l'adulte, 1 à 2 mg kg chez l'enfant. Et bien sûr, on associe bien sûr le traitement adjuvant, c'est-à-dire régime sans sel strict, diminution du sucre, du potassium, une protection gastrique, bien sûr, pour éviter l'ulcère gastrique. Voilà. Donc, on utilise 1 mg kg de prédnisone. Bon, on utilise aussi, bien sûr, c'est des malades qui sont déficitaires, on peut leur faire une kinésithérapie toujours passive. S'il y a une dysphagie, attention,
mettre une sonde gastrique pour ne pas que le malade vous fasse de reflux et donc d'infection et donc de défaillance cardio-respiratoire et de décès. Donc, s'il y a une dysphagie, tout de suite, la sonde gastrique pour éviter tout ça. Bon, la durée du traitement, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Hein. C'est une maladie quand même qui est assez importante. Donc, de 4 à 6 mois. Et comment on va voir si le malade est guéri ou pas? D'abord, bien sûr, l'examen neurologique, l'examen musculaire, on voit si le déficit a diminué, mais aussi en faisant le taux de CPK. Normalement, même l'AVS et les CPK vont diminuer, revenir à la normale. Et là, on sait que l'inflammation est partie, que le muscle n'est plus en train de se dégrader, et donc on peut diminuer progressivement. Vous savez, la prédnisone, par exemple, on enlève un comprimé par semaine très progressivement jusqu'à une dose minimale efficace. Si ça ne marche pas, si en faisant la corticothérapie à cette dose pendant longtemps, etc., et que ça ne marche pas, les CPK continuent à être élevés, la VSCV, etc., on peut passer aux immunosuppresseurs, puisque c'est une maladie auto-immune, donc on peut passer aux immunosuppresseurs. Si ça ne marche pas encore, alors là, on fait les plasmaphéreses et les immunoglobulines. Donc, si vous voulez, on change le plasma des malades, on enlève tous les corticoïdes malades, etc., on les remplace. Et donc là, plasmaphéreses et immunoglobulines carrément. Voilà. Alors, on a terminé avec toujours dans les maladies. Dans les maladies inflammatoires, on a vu les myopathies inflammatoires les plus importantes, qui sont polymyosites, dermatomyosites. On peut avoir aussi des maladies parasitaires et virales qui vont nous donner aussi une inflammation, si vous voulez, des muscles. Alors, par exemple, on a cette maladie musculaire due à la trichinose ou bien due à la cystercose. Ce sont des parasites qu'on trouve au niveau intestinal et ils sont secondaires à l'ingestion de larves. On va avaler des larves, des œufs, si vous voulez, de ces nématodes et qui sont situés au niveau on va les avaler en mangeant de la viande de porc ou bien de la viande mal cuite. Et donc, cette viande, elle contient des œufs, des larves de ces parasites et on risque d'avoir cette trichinose ou cette cystercose qui sont maladies parasitaires qui vont nous donner des inflammations au niveau des muscles, des polymyosites. Donc, alors pour la cystercose, c'est encore pire parce que ça va vous donner une maladie musculaire, une polymyosite, plus même une atteinte centrale, c'est-à-dire des crises d'épilepsie et une hypertension intracrânienne. Donc, c'est vous dire un peu, ces parasitoses comme elles sont graves. Il y a une autre aussi parasitose, la toxoplasmose, qui peut nous donner aussi une polymyosite. D'accord? Vous avez aussi des infections virales à l'HIV, par exemple le sida, HTLV1. Donc, ces maladies aussi virales peuvent se compliquer d'une polymyosite inflammatoire. Voilà. Madame, Oui. Madame, la trichinose, c'est la cysticercose, c'est le même? Non, ça c'est un parasite et l'autre c'est un autre parasite. Mais les deux, on les trouve au niveau intestinal. D'accord? C'est-à-dire, ils sont dus à l'ingestion des œufs, c'est-à-dire des œufs enquistés de ces parasites qu'on trouve surtout dans la viande mal cuite, dans la viande de porc. D'accord? Ce sont deux maladies distinctes. D'accord. Alors, on a terminé donc avec les myopathies inflammatoires, les maladies musculaires inflammatoires. On va parler brièvement, hein, parce que les plus importantes, c'est les inflammatoires. Maintenant, je veux parler brièvement pour vous dire seulement que ça existe, les myopathies métaboliques. Métaboliques, c'est-à-dire là, par exemple, ici, vous avez les glycogénoses et les lipidoses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lors de la formation des muscles, le muscle a besoin pour son métabolisme, pour sa formation, si vous voulez, de sucre et de lipides. Donc, si le cycle
des glucoses, des glucides et des lipides ne se fait pas bien, là, c'est des maladies génétiques. Hein. Si le cycle des glucides et des lipides ne se fait pas bien, donc le muscle, on va avoir des muscles malades et on va avoir des maladies musculaires métaboliques dues à un problème de cycle du glucose et des lipides. Voilà, ça se voit. Aussi, les myopathies mitochondriales. Là, c'est aussi génétique, c'est des maladies génétiques, et donc c'est un problème au niveau de la mitochondrie. Vous savez que la mitochondrie est indispensable pour, si vous voulez, comment on appelle ça, pour l'énergie du muscle. Pour qu'il travaille bien, il faut de l'énergie. L'énergie, il la puise au niveau des mitochondries. Si elles sont malades, génétiquement, elles sont malades, donc elles ne peuvent plus donner cette énergie au muscle et donc le muscle va être le siège d'une maladie, d'une myopathie. Voilà. Ça aussi, c'est une myopathie métabolique, génétique, due à un problème au niveau des mitochondries. Maintenant, on va voir les myopathies acquises. Alors, vous avez les myopathies endocriniennes. Alors, sans trop de détails, vous avez les hyperthyroïdies, l'hypothyroïdie, les maladies surrénaliennes, les maladies des parathyroïdes. Toutes ces maladies-là peuvent se compliquer de myopathie, d'atteinte musculaire. D'accord? Donc, toutes les maladies, généralement endocriniennes, peuvent se compliquer d'atteinte musculaire. Vous avez aussi dans les myopathies acquises les maladies nutritionnelles, les myopathies nutritionnelles. Un muscle, il a besoin de vitamines, etc., pour travailler. S'il n'a plus de vitamines, il ne peut plus travailler. Par exemple, l'ostéomalacie, qui est due à un problème de vitamine D. Si la vitamine D est diminuée, le muscle ne va pas pouvoir bien travailler. Il a besoin de ces vitamines. Alors, dans l'alcoolisme, vous savez que l'alcoolisme, qu'il soit aigu, subaigu ou chronique, l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche l'absorption au niveau intestinal des vitamines et des oligo-éléments qui sont indispensables au fonctionnement du muscle. Donc, si ces vitamines-là ne sont pas réabsorbées au niveau intestinal, etc., donc là, on va avoir une myopathie d'origine nutritionnelle. Voilà. Et vous avez les myopathies toxiques qui sont dues à des médicaments, l'ingestion de certains médicaments, la prise de certains médicaments peut, à la longue, se compliquer d'une atteinte musculaire d'origine toxique, comme la dépénicillamine, l'AZT, c'est le traitement du sida, la chloroquine, la fameuse chloroquine, qu'on donne, par exemple, maintenant dans le corona. Les corticoïdes prescrits pendant longtemps peuvent aussi se compliquer d'une myopathie. Voilà, ces médicaments-là, pris pendant longtemps, peuvent se compliquer aussi d'une atteinte musculaire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Madame? Il faut juste crier un petit peu. Madame? Madame, au cours des dystrophies musculaires, madame, est-ce qu'il y a une atteinte des muscles respiratoires ou non? Dans les dystrophies musculaires? Oui. Dans les dystrophies musculaires, si c'est la maladie de Duchenne, elle est grave. Au début, on n'a pas d'atteinte musculo-respiratoire, on n'a que l'atteinte proximale avec déficit, avec troubles fonctionnels. Mais à la longue, dans le stade terminal, là, on va avoir atteinte de muscles respiratoires et cardiaques, respiratoires, les infections, et c'est ça qui va tuer le malade. D'accord, madame. Madame, et au cours des myopathies inflammatoires, madame, est-ce qu'il y a une atteinte des muscles respiratoires ou bien non? Les muscles respiratoires, non. Par contre, si vous avez une dysphagie, là, il y a risque de reflux par le nez, etc. Il y a risque d'infection respiratoire. Et donc, c'est l'infection respiratoire, en fait, qui donne le décès. Il n'y a pas vraiment un déficit des muscles. D'accord? Les muscles respiratoires ne sont pas touchés.
D'accord, merci. Mais on va avoir un problème respiratoire par infection due à ces reflux par le nez. Parce qu'on a une dysphagie. Les muscles de la déglutition sont déficitaires. D'accord, madame, merci. Je vous en prie. Alors, c'est bon?